Salut les amis, je suis très content de vous revoir. Aujourd'hui, je suis avec Béranger et Florent. On est dans le sud de la France, chez toi. Merci de nous recevoir. Déjà, je suis très touché, très content. Donc, c'est une des premières fois où on fait une vidéo à 3 sur la chaîne Tocante. Et il y a de très jolies montres que vous allez découvrir aujourd'hui. Vous allez être surpris. Restez bien jusqu'à la fin. Béranger, content de te revoir. On s'est vu il y a quelques jours à Cannes. J'ai pas vu toutes les montres volontairement, mais j'en ai aperçu quelques-unes et il y a des montres incroyables. Il y a même une petite surprise à un moment. On va pas trop en dire plus, mais vous allez être surpris, restez bien jusqu'à la fin. Et toi, Florent, déjà enchanté, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre. Enchanté. Je sais qu'on a des passions en commun, les voitures et les montres notamment. Je suis sûr qu'il y en a plus. On découvrira ça en temps voulu. Et content de te recevoir sur la chaîne, très content d'être reçu par toi. Très bien d'ailleurs, je tiens à le souligner. Je suis très bien reçu, donc ça me fait vraiment plaisir. C'est top. De quelle montre on parle en premier, les amis? Lancez-vous, un de vous deux. Alors, soit on peut partir sur notre première Tocante. Ouais, bonne idée. Ouais, on va faire de manière chronologique. Moi ça me va. C'est l'impro total, volontairement, vous connaissez chez Tocante. Et du coup, ordre chronologique. La première montre. Flo alors. Ouais. Allez. Parce que bon, moi j'ai pas ce Nous modèle. allons attaquer avec une magnifique. Alors, c'est une montre que j'ai eue quand j'étais tout petit. Donc, donner l'âge, aucune idée. Mais par contre, voilà, c'est une montre chippie. Bref, je l'ai gardée dans ma collection. Du coup, je la garde dans la boîte. C'est plus symbolique qu'autre chose. Mais voilà, dès petit, j'aimais porter quelque chose au poignet. Et ça ne m'a pas quitté jusqu'à ce jour, on va dire. Ok, donc ça c'est la première de tes montres. Voilà, tout à fait. Ça commence toujours par quelque chose. Hein, donc là c'est la première. T'avais quel âge? Tu te souviens Ouais, si je devais jauger, je sais pas, je dirais peut-être dans les 6-7 ans. Elle devait être intercalée entre quelques flic-flac. La fameuse flic-flac. Voilà, c'était bon. Le bracelet n'est pas d'origine, il a dû être changé. On voit, il y a quelques rayures sur le verre, donc ça sent quelques chutes ou des frottements contre des murs. Voilà, bref, elle a vécu, mais bon, elle est encore en pas si mauvais état que ça, et donc c'est l'aspect symbolique de la chose. Béranger, toi la première. Moi, alors la première, je l'ai pas parce que je les ai pas gardées. Celle que j'avais quand j'étais petit. Je crois que j'en ai une chez ma mère, mais je l'ai pas là. Mais en tout cas, ma première pièce d'horlogerie, c'est cette Breitling Chronomat, modèle vitesse, année 2000, donc qui en porte un mouvement Valjoux 7750, appelé aussi le Tank, qui a équipé beaucoup de montres et de marques différentes. Donc celle-ci, je l'ai eue à 23 ans. Ouais, j'ai eu à l'âge de 23 ans et j'étais super content parce que c'est un modèle qui est quand même accessible. C'est un modèle qui est beau, qui est quand même au niveau gamme de montres, pas dans le haut de gamme, mais dans le budget dans lequel je l'ai acheté, pour moi c'était quand même du assez haut de gamme. Et c'est une montre que je mets tous les jours. C'est vraiment ma montre de tous les jours, qui est très pratique parce qu'elle ne donne pas que l'heure. Alors elle donne la date, elle a un chronomètre, et j'utilise aussi la lunette pour faire office de minuteur. Par exemple, quand je me gare à un parking et tout ça pour le travail, tac, je me mets ici, je vois le temps qui passe et je sais que ça fait un quart d'heure ou une demi-heure. Je vois. Ah, sympa. Donc là, c'est le cadran noir, parce qu'elle existe aussi en cadran blanc et en cadran bleu. Donc celui-là c'est le noir. Alors noir-gris ça dépend vraiment, même des fois bleu en fonction de la lumière. Là c'est jamais la même. Et là on a des petites chaussures. Sympa, t'es venu avec. Ouais, les gars, on est obligé de faire le. J'ai pas pris la montre Lidl, je l'ai pas. Faudrait que j'en prenne une. Il y a un souci du détail, j'aime beaucoup. Super, félicitations. Très jolie Breitling. Et t'aimes bien Breitling aujourd'hui ou c'est pas une marque que t'affectionnes soit dis-nous franchement. Alors là, franchement, tu poses la bonne question parce que je n'aime plus ce que fait Breitling aujourd'hui. Okay. Ouais, je trouve que ça a perdu de son aspect masculin et je dirais viril comme je le voyais moi à l'époque sur. Breitling, c'était une montre fat, donc ils en font encore des 44 mm, mais je les trouve. Enfin, les modèles de l'époque, pour moi, déjà le fait que le logo Breitling avec les ailes ne soit plus que sur un seul modèle maintenant, ils l'ont changé. Je trouve qu'elles n'ont plus le même cachet qu'avant. T'as la Super Océan encore qui est virile quand même, tu vois.
La Breitling Super Océan héritage, je parle héritage, pardon. Ça a fait office d'un échange, ça, dernièrement. Ouais. Justement. Cadran vert que j'ai testé sur la chaîne, en 42 mm, bracelet caoutchouc, c'est une montre qui en impose quand même. Là, on la voit maintenant à l'écran. Bon, c'est une montre qui en impose. Je suis moins fan. Je suis moins fan. C'est intéressant de... ouais. C'est Breitling maintenant. J'hésitais à me reprendre une Breitling, une Navitimer. Et finalement, non, je suis passé sur une autre marque. Mais je garde celle-là parce que déjà, bon, 39 mm par rapport à mon poignet, c'est ce qui me va bien. 40, plus au-dessus de 40, c'est trop gros. Et après, ball vintage. Un poignet de combien de centimètres? Ou alors là, je sais pas du tout. Je sais pas moi non plus. Mais il est pas grand. Ouais, il est pas gros et du coup, ça c'est vraiment la taille qui me va bien. Ok. D'accord, super. Et toi, Florent, du coup, ensuite on va redescendre un peu en gamme. On continue avec une Festina en titane que j'avais eu lors de ma communion. Petit cadeau des grands-parents. Donc elle pèse rien, c'est une plume. Ah, ça c'est bien. Voilà, donc bon, c'est sûr qu'on est très loin des marques prestige. Alors voilà, pour ne pas citer des Rolex, des Omega et autres. C'est sûr qu'on est un bon ton au-dessous. Mais voilà, quand j'étais encore petit, forcément, c'est vrai qu'avoir une Festina au poignet, c'est comme aujourd'hui avoir une Rolex. C'était foufou un peu pour moi. Qui plus est bon, voilà, on est sur un petit diamètre, hein, c'est montre enfant. On voit qu'elle c'était bien ça quand on était enfant. Quand même, la même année tous les deux. Mais ouais, c'est ça, tu avais ça, c'était beau, c'était pas la même. Mais... Et ce qui est marrant, c'est que Festina pompait un peu le style de Tiger. Ouais, je m'en suis rendu compte parce que par exemple, tu vois les maillons, ce style de maillon, mais en fait, plus tardivement, je l'ai vu, Tag avait un peu sorti, c'est eux, je crois, si je dis pas de bêtises, qui avait sorti ce style-là. Voilà. Mais bon, elle a fait son job, elle aussi. Ça, tu l'as porté quoi, 2 ans, 3 ans, un peu plus? Ouais, facile, je te dirais peut-être un bon 4-5 ans, ouais. Ok. Et après, j'ai brassé de la Festina à la pelle. Alors, t'en as eu plusieurs. Ouais, voilà, j'en ai tué. Enfin bref, ça vieillit ce que ça vieillit. Faut que ça vieillisse. Donc, Festina, laissez-nous en commentaire ceux qui ont eu des Festina. Je sais qu'il y en a pas mal, y compris moi. Donc, c'est une marque par laquelle on passe pour aller découvrir d'autres marques, peut-être plus prestigieuses un peu plus tard. Bérangère, on revient vers toi. Alors, oui. Dis-moi. Alors, qu'est-ce que je vous présente après, dans l'ordre chronologique celle que j'ai achetée avant l'été. Alors, celle-ci, c'est ma pièce un peu... c'est la pièce de ma collection. C'est donc une Datejust année 2022. Attends, tu passes directement de l'une à l'autre, là? Ouais. Dans la chronologie. Ah, dans la chronologie, c'est ça? Ah oui. Tu as fait Breitling et ensuite tu as fait directement le Rolex. Ah oui. Super. Oui. J'ai longtemps attendu ce moment-là. Ah ouais. Tu as voulu marquer. Alors attends. Est-ce que je te parle pas plutôt de... C'est à toi de voir. Ouais, à toi de voir. Là, c'est l'impro total, les amis. Alors, c'est vraiment... Moi, alors dans ce cas, je vais pouvoir... Alors, on va passer aux choses qui fâchent pour certains. Aïe. Mais à mon avis... certains autres vont se reconnaître là-dedans. C'est sûr. Donc dans l'ordre chronologique, non, ça n'a pas été la Datejust après la Breitling, ça a été donc la 116-520, si je ne me trompe pas, lunette LV, appelée la Hulk. En fait, ce modèle-là, je l'ai acheté au début du confinement. Parce que je suis fan d'horlogerie depuis l'âge de 12 ans et j'ai attendu tellement longtemps avant de m'acheter ma première Rolex, tout ça. J'étais très impatient de pouvoir enfin l'atteindre et Covid, tout ce qui s'est enchaîné sur la spéculation, machin ici là, et le fait d'avoir beaucoup de mal à pouvoir accéder à une Rolex comme on l'aurait pu le faire avant. Et j'ai noyé mon chagrin et mon impatience dans un modèle de contrefaçon qui est donc un clone qui est très haut de gamme sur ce modèle-là. Je l'ai ramené pour un petit peu... 20 000 ou quoi, non?
Alors celle-là, non, je l'ai trouvée sur Instagram. Ok. Mais celle-ci, je l'ai ramenée parce que tu avais fait une vidéo sur justement les contrefaçons et tout ça. Ouais. Et en fait, j'ai acheté une contrefaçon quand tu as vu la vidéo. Voilà, je l'ai acheté juste. La vidéo, c'est en fait par rapport, je voulais rebondir à la visualisation. C'est vrai que ah oui, d'accord. Okay. j'ai acheté ce modèle-là parce que déjà c'était une montre que je voulais acheter avant en fait. Ça t'a motivé. Ouais. Je comprends bien, mais c'est ce que je disais, le seul point positif, les amis, que je vois à la contrefaçon. Moi, je vois que des points négatifs, mais le seul que je pourrais voir et qui peut se comprendre, parce que moi, ça m'est arrivé d'aller chercher une montre à New York aussi à Chinatown pour 20 ou 40 dollars. Effectivement, que j'ai pété ou pas, je crois, comme une autre chaîne YouTube où ils pètent des montres fausses. C'est que ça peut te motiver, donner envie de l'obtenir, c'est toucher l'objet. C'est exactement comme quand tu veux t'acheter une belle voiture et quand t'es gamin et t'as la miniature, en fait, t'as la majorette et tu grandis avec cette image en fait de voiture et un jour tu te l'offres et du coup ça te motive. Et cette visualisation, c'est tout à fait respectable et louable. Donc c'est le seul point acceptable sur la contrefaçon. Mais elle a l'air bien faite. T'en penses quoi de cette réplique du coup? Ah bah elle est, Fais voir. elle est bluffante. Hein. Elle est vraiment bluffante. Hein. Et quand je l'ai eue, j'avais jamais eu vraiment beaucoup de Rolex dans les mains avant. Mis à part, comme on fait tous, 5 minutes en boutique, mais on n'arrive pas vraiment à s'en rendre compte à ce que c'est de la porter quotidiennement, tout ça, les finitions, les matériaux. C'est vrai que quand j'ai eu celle-là, je me suis rendu compte que ah oui, je valide le fait qu'un jour j'allais m'en payer une, parce que c'est quand même, malgré que ce soit une contrefaçon qui est dans les mêmes matériaux que l'original, ça reste quand même de la super qualité, Rolex et tout ça, c'est beau. Après, c'est pas de l'acier 904L, je pense. Si. Ah bon? C'est du 904L. Ah oui. La lunette est en céramique, le mouvement c'est l'identique, le 31-35. Ah bon? Ah oui. Elle est incroyable. C'est haut de gamme. Ah oui, très haut de gamme, hein, je l'ai payé. Le seul aspect sur lequel il calque pas, c'est qu'en fait, au niveau des index, la matière c'est de l'or blanc, comme Rolex. Et je pense que là-dessus, je pense pas qu'il y ait le calque, mais par contre, voilà, bon, pour ce qui est de l'accent. Alors non, il n'y a pas d'or. Hein. Ouais. Mais lunettes céramiques, acier 904L et mouvement. Pour comparer, faudrait que je te demande. Et puis elle a le slide, je ne sais plus comment on appelle ça, la même que l'original, c'est-à-dire que on peut. Easy Link, Glide Lock. Je sais jamais. EasyLink, c'est celui que j'ai sur la Datejust. Ouais, donc c'est Glide Lock, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je dis des âneries. Mais c'est dommage parce que j'ai un abonné qui est passé sur la chaîne qui avait la véritable du coup. Et je l'ai pas avec moi pour comparer. Mais tu voulais acheter ce modèle. Pourquoi ce modèle en particulier? Finalement, tu t'es acheté une véritable Rolex. Quelques temps après, tu n'as pas pris ce modèle. Eh bah oui, parce que les tarifs étaient plus accessibles. Le jour où j'ai acheté ma Datejust, la Hulk, elle était à 35 000. Alors que c'est un modèle qui coûtait, je crois, en dessous des 9 000. Okay. En dessous des 9 000, ouais. Sorti de magasin. Hein. Ouais. Ok, mais tu recommanderais pas à quelqu'un d'acheter du faux? Ah non. Okay, non, pas du tout. Faut pas juger les amis, je suis sûr qu'il y en a plein, vous regardez les vidéos et vous en avez acheté des faux, arrêtez de mentir. Faut être honnête, faut dire à tout le monde. Ça c'est un vrai sujet qui hérisse les poils des bras, mais il faut reconnaître, ça peut arriver à tout le monde et alors c'est pas grave. Bon, peu importe, il n'y a pas de jugement. Après, c'est aussi moi quand je la voyais, c'est aussi se mentir à soi-même. C'est se dire que oui, on la porte dans des bonnes occasions et on est content, mais au final, c'est du faux quoi. T'es stressé. Hein. Si t'invites chez lui, il dit ah tiens, t'as une Rolex toi aussi. Ouais, voilà, tu disais bah non. Tu me la montres à ton jeu de toilette. Ça allait tomber dans les toilettes. Tu vois, tu stresses un peu. Moi, je me souviens dans mon ancien job. Je portais des Rolex, bon, ça faisait toujours jaser un peu comme toujours, et du coup il y en a un qui avait une fausse et je l'ai tout de suite vu et bon, ça a créé un peu de... Ah bah t'es moins crédible hein, d'un coup, c'est t'es clair. Moins, ouais, surtout, c'est clair que c'est différent. Bah génial, super. Voilà dans la chronologie. Maintenant je te mets en pause, on est de retour avec toi. Alors, j'ai pas mon premier modèle Prestige qui m'a fait monter on va dire en gamme. Mais c'était pour information une Montblanc Time Walker, chronographe. Donc après, j'ai eu de la Panerai, j'ai eu de la Cartier. Et en fait, je voulais pas de Rolex. Pourquoi j'en voulais pas?
Pour citer les raisons, c'est l'image que ça peut dégager. Éternel débat. Voilà. Parce que bon, mais tu as les gens qui l'ont parce qu'ils ont l'amour horloger et puis tu as la personne qui l'a pour le signe extérieur de richesse. Et puis ensuite, par rapport au fait que dès qu'on en a une au poignet, la première chose des gens souvent c'est une fausse. Donc bon, c'était pareil également un peu un frein. Mais je n'en avais pas porté, j'en avais jamais eu par contre. Et un jour, j'ai eu l'occasion d'essayer une sub. Et là, j'ai dit, waouh, c'est quand même quelque chose. Et dans toute la gamme Rolex, je me suis dit celle qui colle le mieux à ce que je recherche, et à travers aussi l'historique qu'elle peut avoir, c'est la Submariner. Parce que la sub, c'est la sub, tout simplement, ça reste un Graal pour moi. Et c'est un modèle qui a pu être porté, on l'a vu dans James Bond et dans plein d'autres films le best-seller. aussi, pour lesquels on s'y raccroche des fois. Mais c'est également la polyvalence de la montre. Elle peut être portée sur un costume, sur une chemise, sur une tenue décontractée. Elle peut être portée en tenue de sport. Tu la portes à la mer. Enfin bref, même si c'est une token de prestige qui vaut ce qu'il vaut en termes de valeur, ça reste une tool watch. Ça plonge, c'est fiable, c'est robuste. Et du coup, il y a de ça 4-5 ans, j'ai commencé mes recherches et je suis tombé sur une Submariner Date en vente. Alors, je ne l'ai pas achetée en boutique parce qu'elle était déjà un peu plus ou moins introuvable ou sur liste, mais j'ai pu l'acheter malgré tout au prix catalogue, ce qui n'existe plus aujourd'hui clairement. Peut-être ça reviendra un jour, sait-on jamais, mais là voilà. C'était chez un tatoueur, si je me souviens bien. C'est un tatoueur d'Aix-en-Provence qui l'avait acheté, qui l'avait jamais porté, il la mettait au coffre, et du coup, voilà. Submariner. Alors je l'ai pris en date, pourquoi? Parce que c'est pratique par rapport à mon job, même si ça reste, comme tu l'as dit sur une vidéo, souvent on regarde sur le portable, mais moi j'ai la fâcheuse manie un peu à l'ancienne de regarder ma montre. Moi aussi, depuis que j'ai le Cyclope, je regarde. Donc voilà. Juste pour le fun. J'aime bien Alors tu la portes souvent celle-ci? Ah ouais, c'est une que moi, entre... Pas tous les jours. Ouais, pas tous les jours, mais il peut pas se passer une semaine sans que je la porte. D'accord. De manière professionnelle, par contre, si j'ai à faire du sport ou autre, non, c'est pas celle-là que je mettrai au poignet, par précaution. Mais ouais, je la porte pas mal. Oh. Et c'est vrai que du coup, indirectement, oui, c'est les mêmes modèles en dehors des couleurs, quoi, on va dire. Et tu préfères le noir à la lunette verte? Oui. C'est plus passe-partout. Alors, je suis honnête, de manière générale, le vert, c'est pas du tout une couleur que j'affectionne. Le vert, en fait, c'est clivant. Soit on aime, soit on n'aime pas. Le bleu, ça passe, tu vois, c'est un peu plus nuancé. Mais le vert, c'est très clivant. Même, tu vois, tu as les Daytona, tu as le cadran blanc qui code bien plus que les cadrans noirs, et je préfère le noir. Ouais, mais bon, c'est les goûts et les couleurs. Hein. C'est plus sport. Mais ouais, j'ai toujours eu plus d'affectif avec un cadran noir. Bah, ça, c'est zéro risque, zéro faute de goût, efficace. Ouais, c'est la valeur sûre. C'est la 911, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu la 911 de Chéreau. C'est la 911 de Chéreau, tu vois. Donc voilà, je regrette pas mon achat. C'est un classique. Et c'est vrai que tu vois, j'ai acheté, vendu des montres, j'en ai brassé. Mais celle qui reste, et je pense qu'il restera dans la mesure du possible dans ma collection, c'est celle-là. D'accord. Ouais. T'aimerais pas t'en séparer de celle-ci? Non, c'est ma première Rolex. Et puis voilà, j'ai un énorme affectif avec cette montre. Et la vente, ça serait vraiment un remords. Donc non, je l'ai faite dernièrement ouvrir chez un horloger sur Aix d'ailleurs, pour la checker. Et il m'a dit, vous avez fait un superbe achat, elle est top. Non, elle est vraiment top. Confirme. Ça, c'est indémodable. Quelle année celle-là? C'est une 2017. Elle a une petite particularité. Au niveau du cadran, donc tu vois, il y a le 1000 feet 300 mètres. Et en fait, si tu regardes les 0 de 1000 et les 0 du 300, c'est pas des zéros, ça fait comme des hauts, des gros. Et ça, il y a peu de cadrans qui l'ont. C'est une petite particularité. Alors, dire pourquoi ils ont fait ça Rolex, j'en suis incapable, mais il y a peu de cadrans qui ont ça. Et il y a aussi au niveau du égal, j'avais aussi remarqué, tu as un égal qui est en italique et tu as un égal qui est droit en fonction des années. Oui, ou des espacements, tout ça. C'est une petite particularité au niveau des cadrans. Et je sais que celle-là, par exemple, elle a. Voilà. Bah, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je sais déjà ce que vous en pensez la plupart du temps, parce qu'on a déjà essayé sur la chaîne. La Submariner, on est obligé de reconnaître que c'est une montre iconique et classique, non seulement chez Rolex, mais dans l'horlogerie en général. Donc c'est un Graal, c'est un classique, c'est la Mercedes ou la Porsche 911 de l'horlogerie. On s'en lasse pas, après on aime ou on n'aime pas. Si on est un peu plus funky, on peut avoir la lunette verte. Mais celle-ci, au moins, on est sûr, c'est passe-partout. Tiens, je te remercie. Béranger,
Alors, dis-moi. moi, je vais vous présenter ma première Rolex, donc que j'ai achetée C'est récent, non? en juin. Ouais, en juin 2022. Donc, elle est de 2022 aussi, mars 2022. C'est une Datejust Everrose, donc acier or rose. Je ne sais pas si on voit bien le rose avec la chaleur de la lumière. Si on voit. On la voit? Ouais. Ah oui. Donc, c'est cadran cannelé, lunettes cannelées sur jubilé en 36 mm. Voilà. Vrai Datejust, quoi. La Datejust, ouais. Jubilé, lunettes cannelées, 36. Donc 36 la qui vraie va config sur de la Datejust. original et qui au niveau de la taille de mon poignet, c'est la taille qui me va bien. T'as fait fort là quand même. Ouais, là T'as fait fort parce que moi je me souviens, on s'était pas encore rencontrés, mais on se suivait sur Instagram et je me souviens quand je l'ai vu débarquer dans les stories, etc. Je me suis dit, je t'envoie un message immédiatement. Je dis waouh, t'as pas blagué quoi. J'en ai essayé plusieurs. Hein. J'ai pris le temps. J'étais en vacances. J'avais 2 semaines de vacances. J'ai fait parce que ma mère habite à côté de Perpignan et mon père habite à Sainte-Maxime. Donc je me suis dit, je vais faire Perpignan, tous les magasins de Perpignan à Sainte-Maxime, voire même aller jusqu'à Nice ou Monaco si je trouve pas. Et je vais essayer toutes les montres qui me faisaient de l'œil avec ce budget-là. Et je choisirai quel modèle j'achèterai. Et donc j'en ai essayé au moins 15. Et celle-ci. Non, entre Perpignan et Sainte-Maxime, hein. Enfin, donc Saint-Tropez, parce que celle-ci, je l'ai achetée à Saint-Tropez chez Francine, une petite boutique qui est là depuis des dizaines d'années. Et je lui fais un salut parce que c'est une dame très agréable qui m'a sorti le champagne, mine de rien, parce que je crois que j'ai dû lui acheter la montre la moins chère qu'elle avait en boutique. Mais elle t'a quand même ouvert Mais mon histoire, en fait, ouais, c'est parce que j'ai... Ah oui. Non, c'était vraiment mon premier achat. Je suis fan d'horlogerie depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait le Baselworld en 2009. Et j'ai voulu marquer le coup en plus. Bon, c'est un modèle qui était à Saint-Tropez. Donc, je veux dire, acheter sa première Rolex à Saint-Tropez, voilà, c'était un rêve, quoi. Et donc, elle m'a sorti le champagne. On a passé, je pense, au moins 1h30 dans la boutique. Alors, c'était dur parce que j'ai pas pu faire le paiement en une seule fois. Donc, je lui ai fait une partie du paiement. J'ai posé la compte et le temps de débloquer les sous avec la banque et tout ça, j'ai dû attendre une journée. Et je crois que c'était les 24 heures les plus longues de mes 16 ans d'attente avant d'avoir ma première Rolex. Et après, voilà, j'étais super content. J'en ai profité. Et je suis allé me baigner avec tout de suite. J'ai pas. Ah ouais. Et elle pensait. Quand je lui ai dit que j'allais la porter souvent, que j'allais la rayer, que j'allais l'utiliser, elle a fait des grands yeux comme ça. Je dis mais non, mais moi une montre je la porte, je vais pas la laisser au coffre. Et puis j'ai attendu ça une bonne partie de ma vie. C'est pas pour la mettre dans un tiroir ou la ranger, quoi. Donc actuellement, elle a quelques petites marques d'utilisation, mais rien de grave. J'en prends quand même soin. Hein. J'ai pas la même gestuelle quand j'ai cette montre au poignet que. Enfin, un petit peu attention quand on passe à côté des murs. Voilà, on bouge différemment. Mais ça, c'est vraiment. Je suis super content. C'est une montre qui n'est pas du tout discrète. J'ai pas fait dans la discrétion parce qu'au soleil, personne me demande si c'est une vraie, en fait. Personne ne m'a demandé. Ouais. C'est pas comme une Submariner où il y a. Celle-ci, on comprend tout de suite. Et je l'ai jamais vue au poignet de quelqu'un d'autre. Et même, je suis allé visiter à une boutique Rolex à Aix-en-Provence et même le vendeur ne l'avait encore jamais vu, ce modèle-là en tout cas. Et il était ravi de la voir pour de vrai. Donc c'est agréable en fait de. Moi, j'ai pas acheté ce modèle-là dans le but de faire de la spéculation, de me dire combien ça va coûter, tout ça. Non, là, c'était vraiment un achat plaisir. C'était pas calculé du tout. Et finalement, on n'en voit pas beaucoup, voire pas du tout. Donc celle-ci, je vais la garder, j'espère, le plus longtemps possible. Parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Hein, mais je peux regarder ? Ah oui, vas-y, avec plaisir. Moi, je me souviens, je te dis, je me suis pris une claque quand j'ai regardé ta story, j'ai reposé l'iPhone, tu vois. Oui. Ah non, mais en fait, il est tellement lumineux, ce cadran. Tu vois, moi, je trouve que le mien est lumineux, mais il fait un peu fade, là, comme ça.
Mais le tien, vraiment, on a l'impression d'avoir une torche dans le visage, quoi. Il est joliment travaillé. Et il est très, très joliment travaillé. Index, bâton, le cadran, ce cadran cannelé. Ouais. C'est tout cannelé, celle-là. Lunettes, cadran. Tout est cannelé. Ouais. C'est vraiment... Et le meilleur moment pour moi, c'est quand j'étais à Biarritz et que je me suis acheté un cannelé de Bordeaux avec ma Rolex cannelée. J'étais content. Là. Ah là, j'ai le pur Dans kiff. la linéarité. Ah voilà. Et c'est vrai qu'avec ce modèle-là, on arrive dans la fameuse phrase quand il y a trop de soleil, je ne peux pas lire l'heure. Parce que ça brille quand même pas mal. On va avoir des problèmes de riches là. Ça, c'est la fameuse phrase. Ouais, non, mais. Les gens réagissent à chaque fois et c'est susceptibilité des armes. Ouais, mais j'aime bien titiller. Mais il faut. Ah, mais il faut. Mais tu vois, ça à 36, j'arrive à mettre. Hein. Ouais, ça te va. Tu trouverais que c'est trop petit ou pas? C'est mon éternel. Bah alors, 36, c'était la taille de base des Rolex à l'époque. Voilà. Et après, ils ont fait le 41. 36, donc... Mais ça, c'est la taille originale. Je trouve pas que ça taille mal. C'est juste que ça surprend parce qu'en fait, maintenant, on est tellement habitué à voir des montres un peu plus grosses que ça paraît 30 sur mon poignet en même temps. Mais j'aime beaucoup, hein. Franchement, félicitations. J'ai toujours rêvé d'avoir une lunette cannelée. Je n'en ai jamais eu. Mais au soleil, la lunette cannelée, ça doit vraiment, avec les stries comme ça doit... Et bah dans la voiture, j'ai une constellation sur le plafond, sur le plafonnier. Ouais, on m'avait dit que même... C'est un truc de fou. Voilà, ça envoie dans tous les sens. Ah oui, vraiment. Ouais. Même quand tu es dans ta chambre et que tu mets la lumière avec ton téléphone ou quoi, ça c'est un miroir. C'est vraiment un miroir. Bon, après, avec le temps et peut-être un peu les rayures. Quand on a des spots, tu vois, un peu tamisés, etc., ça doit vraiment... moi qui suis quelqu'un qui regarde beaucoup les poignets des autres, je suis obsédé par les poignets des gens. Je regarde même plus les poignets des autres que les fesses des filles. et c'est vrai que là, je suis passé de l'autre côté où c'est les gens qui regardent mon poignet. Mais c'est vrai que maintenant, quand on aime les montres, on fait toujours attention au poignet quand tu vas dans un bar, un resto ou quoi. Moi, je suis comme toi. Ah oui. Et c'est vrai que ça peut être un point commun aussi pour rencontrer des gens, tu vois. Par exemple, ça peut créer une passion commune dans le boulot aussi. Hein. Ouais, carrément. Tu vois, toi qui aimes beaucoup les voitures, par exemple, si tu vas voir quelqu'un qui vend une voiture, qui veut louer une voiture ou quoi que ce soit, si tu vois qu'il a une montre sympa, ça fait une bonne accroche, tu vois, ça fait un lien tout de suite, tu brises la glace en fait. Ah bah j'ai vu que vous aviez une jolie montre, bah tiens. Et ça c'est vrai que ça démarre quelque chose. Dans le commerce, on appelle ça le climat, et ça crée un bon climat sympathique. Donc profitez de ça. Moi je sais que j'ai des copains qui m'ont dit chercher un boulot, le RH avait une montre qu'ils avaient, etc. Et ça, il faut créer des liens entre nous, et c'est important. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime bien, c'est sympa. Donc là c'est ton coup de cœur, hein. Tu veux plus... Ouais, celle-ci, bah ouais. Je crois qu'elle allait rester bloquée, je vais partir avec. La première Rolex, c'est toujours quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, j'aurais jamais cru que ça allait être celle-là, parce que moi, mon modèle vraiment phare, c'est la Daytona. La Daytona, c'est vraiment le modèle que j'idole depuis. Cadran blanc, cadran blanc, cadran noir, peu importe. Moi, celle que j'ai. Les dernières ? Non, alors les dernières, c'est pas du tout mon style. J'ai pas trop aimé la lunette céramique dessus. Enfin, celle juste avant. Ouais, celle d'avant. Et vraiment, le modèle qui m'a vraiment marqué, et c'est là que j'ai commencé à adorer l'horlogerie, c'est en 2009, ils ont sorti la Daytona cadran noir, index chiffre arabe, avec l'aiguille rouge et avec un petit peu des détails rouges, donc très sportive. Et là, j'ai flashé. Donc c'est une montre maintenant, donc elle est en or blanc, hein, c'est les gammes or blanc de chez Daytona. Et celle-là, c'est vraiment le modèle que j'aimerais avoir un jour. C'est ton Graal. Ouais, c'est mon Graal. J'aime moins chez Rolex, tu vois, j'ai une Air King avec les chiffres arabes. Ah ouais? Ouais, j'avais envie de la refourguer contre une Oyster Perpetual, tu vois, celle que j'avais essayé la dernière fois. Je sais pas si c'est un bon deal, je pense pas, mais en tout cas, j'avais envie de... Bah après, ça dépend si tu penses investissement, là la question se pose, quoi. Mais plaisir, moi c'est l'Oyster Perpetual, oui, la bleue là que tu as essayé, elle est super. Ouais. Super. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Hein. Il y a d'autres montres, les amis, ou c'est fini? Alors pas toi. Il y en a encore. Il y a un gage. Ah, il y en a encore une, non, deux même.
Alors là, c'est une Panerai Marina Luminor PAM 177. Donc pour tous les puristes de la marque, voilà, on connaît tous la 111. La 177, c'est la même, sauf qu'elle est avec un boîtier en titane. Pourquoi cette montre? Parce que dès que j'ai pris le virus horloger haut de gamme, j'ai eu une 177 que j'ai revendue pour financer une autre. Et après, j'ai toujours eu assez souvent des Panerai. Jusqu'à dernièrement une 422, donc une 422 c'est alors avec un boîtier de 47 mm, justement on parlait ensemble des boîtiers, mais voilà, ouais, là tu as l'horloge. Énorme, 47 mm. Tu as l'horloge. Tu as ton horloge, ouais, ta pendule. C'est ça. Donc c'est assez costaud, mais j'avais vraiment bien aimé cette autocante. Et puis je me suis mis à rechercher une 177 et j'ai trouvé celle-ci. Donc j'ai revendu ma 422 pour la prendre. Donc voilà, on est sur on est sur quelque chose de 44 mm. On est sur une tocante de 44 mm au niveau du diamètre. Sympa de voir le mouvement. Ça commence à être quelque chose type un peu mémère, dans le sens qu'elle est de 2005. Alors on n'est pas sur du vintage pur et dur, mais on est sur des choses malgré tout qui ne sont plus produits et qui commencent à être dures à trouver. Ce qui est bien chez eux, c'est que tu as l'impression que ça n'a pas vieilli en fait, parce que le design ne change pas. Ouais, ils ont leur design avec le protège-couronne. Donc c'est vrai que ça pourrait être une 2022, tu vois très peu la différence. Mais tu as tout à fait raison, tu prends les modèles bases qu'on appelle, c'est exactement les mêmes. Alors après, chez Panerai, voilà, tu as les cadrans sandwich, tu as les index qui sont pas, enfin tu as les cadrans qui ne sont pas sandwich avec les index pain. Enfin bref, il y a pas mal de petites variantes comme ça. Moi je sais que voilà, j'aime le cadran sandwich. L'aspect du titane lui a apporté forcément la légèreté au porté, parce que chouette, forcément ça se sent quand même au poignet. Donc, et puis avec le bracelet caoutchouc, j'aime bien, ça lui donne c'est bien. Ça lui donne un peu une tête un peu de tool watch. Enfin voilà, avec ça, voilà, pour faire du sport. Mais ça c'est bien parce qu'elle est légère. En fait, elle est tool watch sport, sportive et en même temps légère. Et ça, c'est vrai que le poids c'est important. C'est pour ça que j'aime beaucoup ta Rolex. Par contre, voilà, là on n'est pas du tout sur la notion. Enfin, mes goûts perso, c'est pas du tout habillé. Même si tu lui chausses un cuir, je sais pas, sur le titane, je trouve que ça mixte pas très bien. Les bracelets acier, il n'y en a qu'un seul chez Panerai qui reprend un peu la forme de la boucle, je le trouve, mais c'est les goûts perso tout simplement affreux. Donc c'est vrai que pour moi, Panerai, voilà, ça se porte en tenue décontracte. Ça peut, enfin, ce modèle-là, du moins, tenue décontracte ou après sportive, ou comme tu dis, pour faire de la plage et tout, machin, plonger, c'est sympa. Et c'est dans ce but-là que je l'ai acheté, parce que j'ai un affectif sur ce modèle-là de la marque. Ouais, et parce que dans une collection, voilà, il y a la sub, mais pour moi, il faut toujours que j'ai une Panerai. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ce modèle, si vous avez aussi des Panerai, n'hésitez pas. Ce que je trouve bien avec les boîtiers en titane, moi c'est un peu mon souci quotidien, c'est que tu n'as pas de traces de doigts. Sur les boîtiers brillants, moi c'est horrible. Alors tu as raison là-dessus parce que c'est brossé. Par contre, le défaut c'est que le titane va marquer plus facilement à la rayure. Bah oui, le mat, ouais, forcément. Voilà. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que je suis incessamment en train de la nettoyer, la mienne. Là, tu n'as pas le problème. Ouais, c'est trop bien ça. Par contre, voilà, Panerai, avec cette tête-là, ce protège-couronne, c'est un peu comme je dis les taggers Monaco ou autres, ça a une gueule. Donc il y a les gens qui disent j'aime, et il y a les gens qui disent on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est vrai que c'est. Et du coup, la politique de Panerai par rapport à ça, justement par rapport au diamètre, il y a bon nombre de personnes qui ont dit j'aime bien, mais par contre les diamètres, les 44, les 47, tout ça, j'adhère pas. Mais ils ont changé leur politique en faisant des gammes avec des plus petits. Alors je crois qu'ils ont fait des J'ai vu des femmes avec ça au poignet. Et si je dis pas de bêtises, donc il y a un 40 c'est sûr, mais je sais pas s'ils n'ont pas sorti une 38. Ce qui fait que voilà, pour gagner en polyvalence dans la gamme et permettre aux gens qui aiment bien l'esthétisme, mais qui veulent des diamètres plus petits, mais à pouvoir avoir une Panerai au poignet. Voilà. Très sympa. T'aimes bien toi aussi? Ah j'adore, ouais, c'est une super montre. Très jolie. Impeccable. Béranger, t'en as une autre ou pas? Alors, j'en ai une autre, mais avant de vous la présenter, je veux juste revenir sur la Datejust, parce que bon, j'ai pas l'habitude d'être devant une caméra, je suis un peu, voilà, et j'ai oublié de vous dire un petit peu la... Toi, t'es souvent derrière la caméra. Ouais, c'est mon métier d'être derrière une caméra, là, d'être devant, je suis, voilà. Mais je me l'étais noté, je m'étais fait ma petite liste, parce qu'en fait, en me renseignant sur ce mouvement pour vous en parler, j'ai appris que le nouveau mouvement de la Datejust, le 31-25, donc il a eu 14 brevets
Et ils ont fait un petit peu, on va dire une prouesse, où ils ont appelé ça le Chronergy. Ça lui donne 15% de rendement à l'échappement. En fait, c'est une nouvelle géométrie qu'ils lui ont donnée. C'est en nickel-phosphore, c'est insensible aux perturbations magnétiques. Et donc, ça lui donne une réserve de marche de 70 heures. Donc voilà la particularité des nouveaux mouvements de Rolex actuellement là-dessus. De préciser effectivement, parce que les gens se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des nouveaux mouvements. Pourquoi est-ce qu'il y a une nouvelle génération de mouvements, une génération de montres? Et en fait, chez Rolex, ce qui est intéressant, c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à Porsche, c'est que tu as l'impression qu'il y a peu de changements, c'est vraiment par petites touches. Ouais, esthétiquement, je suis par petites touches, on ne change pas une équipe qui gagne. Et par petites touches, on va changer le mouvement, le bracelet, on va changer une couleur, un cadran. Et c'est en ça que c'est une marque mythique. Et magnifique, donc ça donne un classique, j'adore. Moi j'adore les chaussures Lidl avec, tu vois, c'est le contraste, pour moi il est fort, c'est tellement, c'est trop fort. C'est tout moi. Mais j'adore. Donc alors pour en revenir après donc à la dernière que je vais vous présenter, là on est purement dans l'investissement et dans le calcul et la spéculation. Voilà, là j'ai vraiment fait un investissement. Que dans la passion, moi. J'étais dans la passion, mais après je me suis dit bon, tant qu'à faire, on va tenter un coup, hein, parce que voilà, j'ai pas vraiment de connaissances dans les marchés financiers, les machins. Il y a des gens qui investissent des choses immobilières et tout. Je suis plus dans l'horlogerie depuis tout petit, donc je me suis dit on va tenter un coup. On va prendre une montre que j'aime pas du tout, qui m'a jamais fait de l'œil et tout ça en photo ni même en vrai, et que j'ai acheté parce que je me suis dit ça c'est des modèles que pas beaucoup de monde veut. C'est des modèles, donc je l'ai prise en année 1997 au tritium, et du coup je me suis dit on va tenter le coup. Donc je me suis acheté une Explorer 2, donc année 1997 en 40 mm. C'est un mouvement donc 31,85 dessus. Elle a 50 heures de réserve de marche. Et donc, ce mouvement-là... C'est très bien, cette montre. Et tu as fait une bonne affaire? Je ne sais pas si j'ai fait... Oui, je l'ai acheté 9400 €. Dites-nous en commentaire si c'est une bonne affaire au moment où vous voyez cette vidéo. Voilà, je l'ai acheté boîte papier, révisée. C'est dans les prix. C'était dans les prix. Bon, elle était à 9900. J'ai réussi à l'avoir un peu moins cher. Donc, j'estime que je me suis bien débrouillé. Je l'ai acheté chez un professionnel parce que moi, les montres, je les achète que à des professionnels. Finalement, à force je pensais vraiment la laisser chez moi et pas y toucher. Et au final, j'ai complètement adhéré à cette montre. J'adore la porter. Elle est beaucoup plus passe-partout que la Datejust. Et je prends du plaisir à la porter et finalement je jongle entre les trois en fonction de mon humeur. Elle est plus Tool Watch, c'est clair. Ah ouais, c'est... Ouais, vraiment, c'est... Non, je vais essayer. Tiens, tu peux me la mettre, comme chez Francine, s'il te plaît. Je ne peux pas tenir la caméra et en même temps... Je vais chercher le champagne. Attends, bah tiens, je te prends la caméra alors. Ah, hop. Ça me fait plaisir. Ah non, je peux pas la faire. Ah, tu peux pas la fermer? Non. Et tu vois, 40 mm, ou peut-être un faux 40, en réalité 39, qui a plus de chez eux. Mais c'est bien, hein. Mais elle paraît plus petite. Hein. Elle paraît plus petite que là. En même temps, c'est 41, 40,5. La Datejust 2. Datejust 41. J'aime bien, ouais, ça me plaît. Donc voilà, celle-là, c'est vraiment parce que y a le cadran tritium que je l'ai prise. D'investissement parce que tu comptes la revendre plus cher ou tu comptes immobiliser de l'argent intelligemment pour pas le dépenser bêtement? Il y a exactement ça. C'est qu'en fait, j'ai un petit peu regardé le marché, j'ai un petit peu regardé pas mal de choses et ils ont arrêté la production des cadrans tritium en 1999. Donc après, on voit le Swiss Made qui est au niveau du 6 heures. Et celle-ci, c'est le Swiss T25. Voilà. Donc, quand on part du principe déjà que le vintage, c'est quelque chose qui se perdra jamais au niveau de la cote, comparé justement à la chute des modèles récents et de la spéculation qui a été faite par rapport à tout ce qui s'est passé sur Terre ces dernières années, le vintage, c'est quelque chose qui bougera jamais pour moi et qui va avancer. Et en plus, si elle prend de la patine, c'est tout bénef.
Donc je voulais placer de l'argent là-dedans, plutôt que de le dépenser, ouais, parce que bon, sinon après, voilà. Et me faire plaisir aussi. Enfin, je ne pensais pas me faire plaisir, et finalement, je me fais plaisir, vu que je la porte. Et voilà, après, c'est un modèle, je me suis quand même renseigné avant de l'acheter. C'est pas, la plupart des personnes disent que c'est un GMT dessus, mais en fait, la Explorer, elle n'a pas été créée pour les fuseaux horaires. La Explorer, elle a été créée donc, pour les explorateurs qui allaient dans les pôles avant et qui passaient 6 mois de nuit ou 6 mois de jour et qui n'arrivaient pas à se placer dans le temps de la journée. Et c'est pour ça que la lunette, elle est graduée jusqu'à 24, donc les 24 heures. Pour en fait, s'ils faisaient un somme et ils ne savaient pas s'ils avaient dormi 12 heures, 6 heures, si c'était le matin, l'après-midi, le soir. Donc en fait, l'aiguille du GMT, on va dire, leur donnait l'indication d'où se placer dans la journée. Et comme ça, ils pouvaient être plus précis dans leur temps de travail. Mais aussi, elle peut être utilisée comme GMT, comme fuseau horaire. Et c'est là que j'aime bien ce mouvement, je vais te montrer, et c'est là que ça a été sympa. J'avais fait un petit réel là-dessus sur le changement d'heure. Quand on change d'heure sur ce modèle-là, en fait, le premier cran de la couronne, il ne va pas avoir d'impact sur la date, il va avoir impact sur l'aiguille des heures. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avancer d'une heure, reculer ou avancer d'une heure, hop. Donc par exemple, si on va dans un endroit où il y a 6 heures de moins, eh ben, on fait 6 heures de moins et on sait que notre heure de départ, là où on était, on se fie sur l'aiguille rouge. Donc on peut l'utiliser aussi en GMT, voilà, elle fait tout. Donc elle est vraiment particulière celle-là, c'est pas. Tu vas la garder, hein, je sais pas, on verra. Ouais, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Elle a du cachet, elle est dans son jus. Voilà le bracelet un peu de stretch. Voilà, j'aime bien l'épaisseur du verre aussi sur les modèles des années-là. Elle est légère. Le bracelet Oyster est beaucoup plus agréable à porter que le Jubilé finalement. Surtout peut-être le Oyster avec du stretch peut-être est plus agréable. Mais voilà, je l'aime bien cette petite mamie là. 25 ans elle a. Très sympa. Voilà. Très très sympa. Ok. Il nous reste une montre ou pas les amis? Moi j'ai tout montré. Il t'en reste une. Il m'en reste une. Merci d'être là encore les amis. C'est une longue vidéo, je pense une des plus longues de la chaîne, mais il y a pas mal de choses à dire et puis on est 3 donc forcément. La dernière. Alors de base, moi je voulais vous présenter, mais Omega ne l'a pas encore finalisé, une Speedmaster Head-White calibre 321. Voilà. Pour la petite anecdote, c'est une montre qui est réalisée par une seule personne, de A jusqu'à Z. Donc il en sort au compte-gouttes de l'usine. Et c'est ce qui fait que voilà, c'est très dur de jauger voilà, pour l'avoir. Même Omega eux-mêmes, quand ils vont dans les boutiques, ils disent on ne sait pas encore trop. Donc voilà, tout ce flou artistique fait que ça glisse dans le temps. Ça fait 1 an et demi maintenant que je l'attends. Ah oui. Je suis sur liste d'attente. Ouais. Voilà. Donc vu que je sais que je suis en pole position, voilà, elle sera pour moi. Mais c'est vrai que ça traîne. Et toujours que de trop. Donc du coup, je me suis fait un mode par un petit gars que j'ai trouvé sur Instagram. En fait, j'ai un affectif pour une autre marque qui s'appelle Blancpain, qui avait sorti une Blancpain 50 Phantom no radiation, à la base dans les années 50 ou 60, je crois. Et ils ont fait une réédition il y a ça quelques années, mais ils en ont sorti que 500 pièces. De ce fait, elle est quasi introuvable, où les quelques modèles sont nourris d'une spéculation énorme. Et du coup, j'ai écrit à ce gars, j'ai dit ouais, tu serais capable de me faire quelque chose. Alors je voulais pas faire une copie ou un calque exactement, donc ça reprend, on va dire, les grandes lignes de ce modèle-là à travers le cadran. Mais les aiguilles, voilà, il y a l'aiguille glaive que n'a pas le modèle original. Également, au niveau de la lunette, la graduation est légèrement différente. Mais voilà, j'ai fait monter un saphir un peu d'homme qui donne un aspect vintage. J'adore. Et dedans, ça embarque le fameux mouvement NH35A de chez Seiko. Voilà, c'est un tank. Dessus, voilà, petit bracelet tropique aussi. Ça, c'est la bonne tool watch parce que voilà, c'est étanche à 200 mètres.
On n'a pas peur de bricoler avec, de faire du jardinage ou je ne sais quoi, du sport. Donc c'est un petit truc sympa, voilà, je me suis fait faire ça parce que j'avais le côté fun, on va dire, du cadran et que j'arrivais pas à dénicher. Voilà, c'est une bonne tool watch qui va bien en alternance avec la Panerai. Puis voilà, je l'ai trouvé sympathique. Dites tout ce que vous en pensez en commentaire. Ça te plaît, j'ai l'impression. Ouais, j'aime beaucoup déjà ce fait qu'elle soit personnalisée et qu'il soit fait plaisir sur un modèle unique. Et le bracelet, je trouve top avec le bracelet tropique comme ça. Les points comme ça, les trous, c'est génial. Voilà, pour faire la position, c'est pas mal. Il n'y en a qu'une alors comme ça. Au niveau position je veux dire, ce modèle-là. Ce modèle-là unique. Oui, parce que, c'est. En fait, en gros, la personne m'a dit, voilà, il m'a présenté un peu, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Donc j'ai dit, voilà, je suis honnête, je lui ai montré le modèle Blancpain, je lui ai fait, moi, c'est un peu le cadran avec le nœud radiation que je cherche. Il arrivait à me le dénicher. Et après, en gros, on a fait la compo. Il m'a dit, le boîtier, on va faire comme ça. Est-ce que tu le veux brosser? Ça fait une montre sur mesure. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et pour information, ça m'a coûté 360 €. C'est génial. Donc voilà, ça permet d'embarquer indirectement. On est quand même initialement sur du Seiko au niveau du mouvement, tout ça. Donc c'est un tank. Hein. Il est sur Instagram. Laissez un commentaire si vous voulez qu'on vous connecte avec lui. Vous laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez et puis on pourra éventuellement vous connecter. Ce que j'aime bien sur celle-là, je ne sais pas si on le voit là avec les couleurs de la lumière, mais tout ce qui est sur la lunette, la graduation sur les lunettes n'est pas couleur blanc, c'est légèrement brun. Ouais, et ça lui donne un petit côté vintage que... C'est ce que tu voulais avec le ouais, tout à fait. C'est top ça. Ça fait un peu et le verre bombé, j'adore. Les lunettes bakélite, on va dire pas avec les index qui sont peints ou gravés en surface, ça fait un peu à l'intérieur. Donc ouais, c'est un peu, voilà, c'est une toquante qui a un petit aspect vintage. Voilà, c'est une toquante fun. Voilà, comme je disais, c'est à défaut de pouvoir me dénicher le modèle exact de chez Blancpain, parce que voilà, c'est pas faute d'avoir contacté les boutiques qui étaient revendeurs de la marque. Mais à chaque fois, voilà, ils me disent, c'est vrai que ce modèle ne se produit plus. Et c'est vrai qu'en fouinant un peu, j'ai vu 500 pièces. Donc bon, sur Chrono 24, il y en a quelques-unes. Mais voilà, d'un modèle qui devait coûter, je dirais une bêtise, peut-être entre 10 et 13 000 en boutique. Mais actuellement, on va être plus près des 30 000, les quelques peu de modèles en vente sur Chrono 24. Donc voilà, je ne désirais pas mettre autant sur ce modèle. Donc du coup, je me suis fait faire ça, voilà. Très bien, on arrive au terme justement de ces collections. Donc ça se passe en espace commentaire. On va faire un petit final. Je suis en train d'essayer le 41 mm encore sur mon poignet. Ouais, c'est gros. C'est trop, tu vois. C'est trop, je t'ai dit, c'est trop. Ouais, c'est trop. Bah pour moi, toi ça te va très très bien. Ah, t'as pris la... Ah, mais c'était obligé. Dans la fin, dans la fin je me demandais, pendant je fais la surprise. T'as essayé la Panerai en 44? Ouais, je l'avais déjà essayé celle-là. Ouais, c'est fat. Hein. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai un petit poignet de faiblard là. Je dis ça, hier j'ai cassé la poignée de ma porte d'entrée en la refermant. Ouais, c'est... Ah, c'est dommage que j'ai pas ma 47, t'aurais testé le truc, tu aurais dit putain. Mais les cornes... Tu devais en garder une. Tu dois garder une de tes montres. La Rolex, la Sub, ouais. Même si j'attends la Speedmaster ou quoi. Mais par exemple, voilà, dernièrement j'avais... non, tu l'avais pas vu toi, Béranger. J'avais une Tudor Chrono, Black Bay, pardon, Chrono. Alors, je l'avais acheté parce que... Tu l'as vendue celle-là? Ouais, j'arrivais pas à dénicher Daytona, comme beaucoup. Et donc du coup, j'ai dit tiens, je vais prendre la Black Bay Chrono. Qui plus est, il y avait les chronos blancs, donc ça me faisait un peu penser à la Dayto comme avait notre Belmondo historique. Et j'ai bien aimé cette montre, voilà. Mais comme beaucoup, c'est marrant, je l'ai portée pendant quelques mois. Et puis après, il y a eu comme une lassitude, donc je l'ai revendue. Et c'est vrai que j'ai eu quoi? Voilà, la grosse PAM que j'ai revendue. J'ai une Speedmaster les dernières qui est vraiment une super toquante que j'ai revendue. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, celle qui reste et celle qu'à chaque fois je prends du plaisir à regarder, à porter ou même, voilà, elle se laisse oublier. C'est le confort du bracelet acier, il n'est même plus à démontrer, ouais, c'est la Sub. Béranger, j'ai peur de la réponse, je la connais, mais... tu dois te dire la Datejust. Ah oui. Ben franchement, je saurais pas... C'est... Ouais, je saurais pas choisir. Vraiment. Ouais, non, c'est
En cas de coup dur, je sais que... Ouais, je sais pas. Enfin non, aucune idée. Ok, je reste. Aucune idée. Et vous, dans les commentaires, en top 3 de vos montres préférées sur toutes les montres qu'on a regardées aujourd'hui, le top 3. Lesquelles vous auriez envie de choisir dans le top 3? Dites-nous tout, c'est important. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, je suis sûr que ça vous a plu. C'est très intéressant de faire des vidéos long format où on prend le temps, où on développe. C'est ça qui est agréable. Et puis d'avoir de la passion à 3, c'est cool. Merci beaucoup à vous. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. Merci pour l'accueil, c'était top. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis.